Oui, bonjour. Peut-être qu'on va vous laisser continuer vos discussions après, président, vice-président. On est à l'écran là. Voilà. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints à cette heure-ci. Vous avez vu tout à l'heure le lapsus que j'ai fait. J'ai dit la fin. Oui, on a faim à cette heure-ci. Normalement, vous avez fait le choix d'être là. Donc, merci vraiment beaucoup de votre présence. Et vous avez raison d'être là. Parce qu'on va aborder un sujet qui est très passionnant. Il s'agit de nos gènes, notre santé et nous. Pourquoi? Parce que vous voyez régulièrement dans la presse, dans les médias, on entend régulièrement parler de la responsabilité des gènes de notre santé ou maladie, mais également de notre capacité éventuellement, en ayant un mode de vie sain et puis en faisant en sorte d'avoir une bonne santé, peut-être même de modifier certaines choses de cette façon-là, d'influencer nos gènes. Bref, et puis il y a énormément de promesses qu'on entend qui sont ouvertes depuis le séquençage du génome. En gros, c'est à croire que maintenant nous savons tout lire de notre ADN, que nous savons qu'il nous donne énormément d'informations et des informations pratiques qui vont surtout servir, nous dit-on, dans la médecine prédictive. Écoutez, on va essayer de voir un peu plus clair déjà, clair dans ce qui est possible, dans ce qui ne l'est pas, et puis bien évidemment toutes les questions éthiques qui peuvent se poser sur ce sujet. Pour en parler, on a un super plateau encore une fois, donc je vais commencer de droite, c'est ça, à gauche. Vous savez que j'ai toujours un problème droite-gauche. Jean-Louis Mandel. Donc Jean-Louis Mandel, je suis généticien, spécialiste de maladies génétiques, notamment de maladies génétiques neurologiques et musculaires. Et puis président du Forum européen de bioéthique et cofondateur. Patrick Gaudret. Il oublie tout le temps. Oui, Patrick Gaudret, je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis également généticien, mais pas de la même manière que Jean-Louis. Et puis, depuis quelques années, j'ai réorienté mon activité surtout sur une réflexion d'amont des relations entre sciences et société, en profitant notamment du fait que j'ai pu rejoindre les rangs du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Le CCNE, jadis présidé par Didier Sicard, mon voisin, qui nous fait l'honneur de venir régulièrement d'ailleurs au Forum de bioéthique. Didier Sicard, je suis professeur émérite de médecine à Paris, en médecine interne, et je préside actuellement le comité d'experts de l'Institut des données de santé, qui est un sujet qui en France est actuellement particulièrement brûlant, dans la mesure où il y a un débat entre les gens qui ne veulent pas que leurs données de santé apparaissent dans la lumière, et puis comment les données de santé peuvent permettre d'établir des stratégies. J'ai présidé le comité national d'éthique de 1999 à 2008. Sophie Paricard. Oui, merci Nadia. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Toulouse, spécialisée en bioéthique. Et mes dernières recherches portent sur les données génétiques et notamment sur le corps numérique. Voilà. Et ça fait l'objet d'ailleurs d'une table ronde que nous avons ici au Forum de bioéthique et qu'on peut retrouver sur notre site internet, mais également sur le site de nos partenaires qui s'affichent. François, je ne sais pas si ça marche. Oui, ça marche bien. Très bien. Je m'appelle donc François Goffinet, je suis gynécologue obstétricien, je suis responsable de la maternité Port-Royal à Cochin. Et je suis également épidémiologiste et je m'intéresse beaucoup au dépistage justement chez les femmes enceintes. Donc c'est ce qui rejoint un peu la génétique, même si je ne connais pas grand-chose en génétique. Vous nous direz justement ce qu'il en est de ces tests de dépistage, quel est l'intérêt, à quel moment c'est pertinent, et puis voilà, est-ce qu'il est nécessaire de dépister, de faire du dépistage surtout, et surtout par rapport également aux demandes également des patients le plus souvent. Jean-Louis Mandel, peut-être Didier Sicard et même Patrick Gaudret, vous pourriez peut-être nous éclairer sur cette histoire sur ce que nous savons en fait de nos gènes. Est-ce que le séquençage du génome, comme on le dit, comme on serait tenté de le croire très vite, nous permet de tout savoir de notre santé? Jean-Louis Mandel. Oui, alors je crois qu'il faut effectivement dire qu'il y a eu des progrès technologiques absolument extraordinaires que je pense personne n'aurait prévu dans les 7 ou 8 dernières années, qui font que, alors que le séquençage de ce qu'on avait appelé
le génome humain, le génome d'un humain, avait pris une douzaine d'années à un grand nombre d'équipes dans plusieurs pays du monde et avait coûté rien qu'aux États-Unis plus de 3 milliards de dollars, sans compter ce que les Français ou les Anglais ou autres ont dépensé. Donc ça, c'était pour un génome, et ça s'est terminé, disons, en 2002-2003, donc entre 1990 et 2003. Et maintenant, effectivement, il y a une compagnie américaine qui vend des séquenceurs qui peuvent faire le séquençage du génome humain en 2 jours pour 1 000 dollars. Sauf que pour avoir ce prix-là, il faut en faire plus de 10 000 par an, ce qui veut dire qu'il faut quand même avoir un budget de 10 millions de dollars pour faire tourner la machine, en plus d'acheter la machine. Enfin, ça, c'est juste une petite chose. Enfin, effectivement, des progrès absolument extraordinaires. Alors, avec ça, donc là, on a la suite des lettres. C'est 2 fois 3 milliards de lettres, puisqu'on a une copie du génome de notre mère, une copie du génome de notre père. Donc, on peut connaître toutes les lettres. Mais le problème, c'est de savoir les interpréter. Et là, je dirais, il y a 3 cas de figure. Il y a ce qu'on appelle les maladies proprement génétiques, où effectivement, c'est une erreur, quelquefois d'une seule lettre, dans un gène, qui peut entraîner des choses aussi dramatiques que la mucoviscidose, la myopathie de Duchenne ou d'autres myopathies, ou la maladie de Huntington, ou même certaines formes précoces de maladies d'Alzheimer, des formes qui arrivent à l'âge de 50 ans. Donc ça, c'est vraiment des maladies génétiques. On comprend de mieux en mieux quels sont les gènes impliqués. On comprend de mieux en mieux, mais loin de pouvoir le faire de manière complète, que telle erreur dans tel gène va entraîner telle ou telle maladie. Mais aussi, dans le même gène, pourtant que l'on connaît très bien, on va trouver des variants qui sont présents chez une personne et qu'on appelle dans notre jargon les VUS. C'est quoi les VUS? Variant of Unknown Significance. Dans le gène BRCA1 et BRCA2, qui sont impliqués dans les cancers du sein familiaux, il y a à peu près 1500 VUS qui ont été observés et dont on essaye péniblement de résoudre. Est-ce que celui-là, c'est vraiment... est-ce qu'il a un rôle pathogénique, un peu pathogénique, pas du tout? Et ça, c'est pour un gène qu'on connaît très bien depuis 20 ans. Donc ça, c'est pour les maladies monogéniques. Ensuite, il y a les maladies communes, qui est, je dirais, toute la pathologie, que ce soit psychiatrique, rhumatismale, le diabète, etc., où vous avez une interaction entre de nombreuses variations dans de nombreux gènes dans le génome et les facteurs de l'environnement. Les facteurs de l'environnement, c'est ce qu'on mange, est-ce qu'on fume ou on ne fume pas, est-ce qu'il y a du stress, est-ce qu'il y a de la pollution, est-ce qu'il y a des produits chimiques, etc. Donc ça, c'est l'environnement. Et là, il faut le dire, et que pour certaines maladies, grâce au séquençage du génome, on peut arriver à prédire relativement bien un risque pour dire que voilà, il y a des gens qui sont à risque de 50% et d'autres à risque de 10%. Il y en a très peu des maladies comme ça. Et pour la plupart, en fait, la prédiction, elle est très mauvaise. Et les généticiens, d'ailleurs, se sont demandé pourquoi est-ce que c'était aussi mauvais que ça, et avec plusieurs hypothèses sur le rôle des variants rares, etc. C'est ce qu'on appelle l'héritabilité manquante. Mais en fait, ceci est dû au fait qu'il y a une telle complexité des variations entre mon génome et le génome d'une autre personne dans cette salle. Il y a à peu près 6 millions de différences. Dans ces 6 millions, la plupart n'ont aucun rôle, aucun effet. Mais il y en a quand même encore beaucoup qui ont un effet. Mais pour celles qui sont très rares, c'est quasiment impossible de savoir vraiment est-ce qu'elles ont un effet fort ou un effet pas fort, sur quelle pathologie, etc. Et donc, pour terminer rapidement, quand j'ai entendu hier M. Laurent Alexandre raconter que, parce que les Chinois
sont en train de séquencer le génome de, je ne sais pas, quelques centaines ou quelques milliers de personnes particulièrement intelligentes. On va pouvoir connaître les variants génétiques ou les gènes de l'intelligence. Grâce à ça et au progrès de la fécondation in vitro et des cellules souches et de tout ce que vous voulez, on va pouvoir choisir exactement les combinaisons qui font que dans 20 ans, je crois que c'est ce qu'il a dit, on pourra choisir des gens qui ont un QI de 60 de plus que la moyenne, et dans 40 ans, des gens qui ont un QI de 120 de plus que dans la moyenne. Donc Bill Gates de maintenant, ça sera le trisomique, avec le QI de Bill Gates, ça sera le trisomique dans 40 ans. Eh bien, je dis que c'est de là, enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire, voilà, et je m'arrêterai là. Et d'ailleurs, juste pour votre information, Jean-Louis, en fait, il nous suit toujours et il tweete beaucoup. Patrick Gaudret. Oui, alors, après la science, je vais amener peut-être des éléments qui vont paraître un peu moins scientifiques, mais je voudrais faire ressortir un des péchés des scientifiques et de tout ce qu'il y a autour des scientifiques, des Laurent Alexandre par exemple aussi, qui vendent un certain nombre de rêves ou de cauchemars d'ailleurs, suivant la manière dont vous voulez les concevoir. Le problème, c'est qu'on n'accepte plus aujourd'hui, vu l'immensité de notre savoir, on n'accepte plus de considérer tellement la complexité, notamment de la complexité biologique et la complexité du génome. On est face à quelque chose dont on a l'impression, on s'est laissé fasciner par la technique qui nous permet de lire les lettres, les 6 milliards de lettres de notre génome à l'intérieur pour chacun d'entre nous. On les lit et automatiquement on nous a fait croire qu'on les comprenait. Non, c'est faux. On ne les comprend pas. On comprend certains éléments, mais on est un petit peu comme, comment pourrait-on dire, avec des lettres, on fait des mots, avec les mots, on fait des phrases, avec les phrases des chapitres, avec les chapitres des livres. Mettez un enfant de 5 ans qui sait lire les lettres devant la recherche du temps perdu. Qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Mais mettez-moi devant la traduction d'un livre de Hannah Arendt, c'est à peu près la même chose. Je ne comprends rien, ou presque, enfin je comprends quelques éléments, mais je n'ai pas la perception totale. Donc on est un petit peu dans cette situation où on s'imagine, parce qu'on est capable de lire les lettres, qu'on est capable de lire le tout. Et donc si on est capable de lire le tout, on est capable de l'interpréter, on est capable de prédire, de prévoir, de faire un certain nombre de choses. Pardon ? Et de guérir aussi. Et forcément, puisqu'on prévoit, qu'on prévient, on guérit. Et donc, il y a une revendication. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne me guérit pas de ceci? Pourquoi est-ce qu'on ne prévient pas cela? Mais enfin, que fait la médecine? La médecine, elle fait comme nous tous en science, elle évolue progressivement face à une compréhension qui, certes, augmente d'une manière, Jean-Louis l'a très bien dit, d'une manière absolument considérable, mais qui nous confronte de plus en plus à l'inconnu. On se rend compte de plus en plus, plus je sais, moins je sais, c'est une expression, mais en fait c'est très vrai, et c'est très vrai en génétique particulièrement. Donc je crois que si les scientifiques, les médecins gardaient un petit peu d'humilité face à ce qu'ils savent, s'ils ne se laissaient pas griser par le pouvoir de la connaissance qu'ils semblent avoir acquis, eh bien peut-être que nous aurions, entre généticiens et tout le monde, en fait, et l'ensemble de la population, des relations plus saines, et peut-être qu'on pourrait permettre une meilleure réflexion éthique partagée entre tous pour savoir ce que nous voulons faire des connaissances que nous apprenons à obtenir un peu plus chaque jour. Alors, les médecins ou les généticiens, moi je n'ai pas le sentiment, quand on pose la question de qui parle,
qui parle, qui nous promet des avancées considérables, développement de l'épigénétique, etc., de médecine prédictive, médecine personnalisée. Je ne suis pas certaine que ce soit vraiment de ce camp-là que vient cette parole. Ça serait intéressant de voir de quel côté elle vient. Je dirais plutôt du côté peut-être du marché. Peut-être plutôt de ce côté-là, me semble-t-il. Didier Sicard, oui. Justement, il faut quand même qu'on rentre dans le vif du sujet. Professeur Mandel a dit que pour qu'un génome soit rentable pour une société, il en faut 10 000 par an. Donc on voit très bien que la technique crée son marché. Et le marché a très bien compris. Si les scientifiques n'ont pas compris ce qu'était effectivement le destin promu par un gène, parce qu'un gène ne fait pas un destin, un gène, dans quelques situations, crée un destin, mais au fond, le marché, lui, qui s'engouffre dans l'astrologie, qui s'engouffre dans, au fond, cette gourmandise de l'humain de connaître le futur et de le connaître pour le prévenir, a très bien compris qu'un des marchés les plus prometteurs, c'est le marché de l'indécidable, promis comme un marché de la prévention, de la prédiction. Et je trouve qu'il y a une sorte de naïveté, parce que plus la science progresse, et plus le marché derrière récupère des données scientifiques extraordinairement utiles. Mandel a parlé des maladies monogéniques qui effectivement peuvent permettre de ne pas faire naître tel ou tel enfant porteur d'une maladie de Huntington. Et on peut imaginer que dans ce domaine, au fond, le bénéfice est probablement considérable de la science. Et en même temps, au fond, dans les fourgons de l'intendance qui suit, il y a une gourmandise du marché qui va proposer, à partir de ce séquençage qui coûte $1000, mais qui en 2017 en coûtera 100, et qui va nous promettre, jusqu'à ce qu'il y ait, j'espère, une désillusion, une confusion totale entre une cartographie génomique qui ne nous dit rien d'autre que des statistiques interprétées par des scientifiques passionnés, 7%, probabilité d'avoir 3% chiffre général, où on est à 4,7, 11, 12, quelque chose qui est totalement ininterprétable. Si vous recevez les fiches que certaines compagnies par Internet vous proposent à partir de votre salive et que vous recevez le document, en rouge, vous avez là où vous êtes en surrisque. Alors vous avez 7 contre 3, vous êtes à 21 contre 12. Et à partir de cette cartographie qui n'a aucun sens, mais aucun, pour la personne, se construit tout un mythe de ce que, au fond, la science peut apporter à l'humain. En fait, c'est le marché qui, à un certain moment, a confisqué cette annonce avec les arguments scientifiques, faites que votre enfant est un QI, comme on a pu entendre, c'est des balivernes. Au fond, que votre enfant ait un peu moins de risque, 7% ou 3,8% contre 9% pour ne pas avoir d'Alzheimer. Alors que l'on sait, au fond, au XXIe siècle, on sait, et Mandel le sait mieux que n'importe qui, que la génétique, elle a non seulement ses limites, mais que le marché, il adore les choses simples. Un gène, un destin, alors que toute la génétique, c'est la complexité en œuvre, c'est-à-dire même le microbiote intestinal, ce qu'il y a dans notre intestin, va modifier nos gènes. Que deux gènes, l'un à côté de l'autre, l'un va amplifier celui d'à côté et l'autre va le restreindre. Il va y avoir le protéome, la façon dont le chromosome se présente, sa morphologie. Bref, l'infini, presque le caractère, pour une fois infini au sens mathématique du terme, fait que la prévisibilité de la plupart des annonces dans le génome fœtal sont impossibles à décoder. Or, le marché a très bien compris, car il n'aime pas se trouver confronté à la complexité. Parce que la complexité, c'est encore trop cher, et puis, que faire devant un marché qui annoncerait la complexité? Donc il va dire, il va partir de quelques éléments, la drépanocytose, la maladie de Huntington, vous voyez très bien que l'on peut dépister avant, et Goffinet nous parlera au fond des problèmes posés par la fécondation in vitro, le dépistage préimplantatoire. Et il va s'engouffrer dans cette annonce d'une génétique
annonciatrice d'un destin, alors qu'elle est une annonciatrice d'une ignorance. Et je suis très frappé au fond de cette... je pense que s'il y a un forum comme aujourd'hui qui a du sens, c'est la mise en garde de notre naïveté devant des annonces qui sont dénuées de tout fondement, mais qui sont présentées comme un avenir radieux. Et dans ce domaine, je pense que la génétique, elle est peut-être le fer de lance en même temps des plus grandes innovations scientifiques que des plus grandes promesses fallacieuses. Patrick Gaudret qui voulait reprendre la parole. Oui, juste, j'ai un peu honte de reprendre la parole après Didier Sicard, car je souscris évidemment à tout ce qui vient d'être dit. Juste pour dire qu'il y a quand même un petit élément qui est un élément trompeur dans les publicités qui nous sont données, et nous y contribuons tous un petit peu. Déjà nous trois qui avons déjà pris la parole, le génome pas cher, c'est faux. C'est-à-dire qu'on peut le lire pour pas cher, et de moins en moins cher. Les $1000 d'aujourd'hui, et ça n'est qu'une partie. Si on n'est pas capable d'analyser, je me rappelle, il y avait il y a quelques années, je crois que c'était en 2010 ou en 2011, un article dans un journal de génétique qui disait « Le génome humain à $1000, l'analyse à 100 000 ». Et avec un point d'interrogation certes, mais en fait ce sont les analyses qui coûtent extrêmement cher. Ce qui fait que, et les logiciels pour accueillir toute cette masse d'informations qu'on récupère en lisant les génomes, et dont seules les plus grandes sociétés pourvoyeuses de stockage d'informations et d'analyse de ce qu'on appelle aujourd'hui les big data sont capables de se débrouiller. Donc il y a une concentration extrême. Nous confions notre génome à Google d'une certaine manière, et qui seul est capable d'avoir les algorithmes qui vont permettre d'étudier à fond ce genre de choses. Et la deuxième chose que je voulais analyser à propos de l'avenir radieux, vous avez des sociétés, il y en a une qui a été créée par quelqu'un que je connais un peu à l'époque où il travaillait sur la souris, et je dis toujours qu'il aurait mieux fait d'y rester, qui s'appelle GenePix, et dont l'annonce sur Internet est protéger leur destin, leur dessein plutôt, est de protéger votre bébé est présent dans votre ADN. C'est ça, on a une explosion de ce type de message. Et donc, faites des enfants in vitro avec des donneurs de sperme que vous aurez calibrés en fonction de votre ADN. À vous, mesdames, ne prenez plus de risques et faites de beaux bébés en pleine santé pour tout. Aucun problème. Il suffit juste de payer ce que demande GenePix, évidemment, pour avoir accès à ces services. Oui, alors il y a ça par exemple, et puis il y a quand même ce qu'on observe aussi une explosion de la demande du tout test génétique, dépistage. Ici même dans la salle, on avait une jeune femme qui nous avait apporté ce témoignage. Elle avait elle-même demandé à son médecin de lui prescrire une série de tests de dépistage. Enfin, j'étais très étonnée, elle avait une culture extraordinaire en la matière. Finalement, elle le prescrivait elle-même. Et voilà, il y a donc cette explosion de tout test. Et après, on verra ce qu'on en fait également, dans quel champ. Est-ce que vous souhaitez intervenir là-dessus, Didier Sicard, sur l'usage des tests? Ce qui est terrible, c'est que, au fond, le marché adore prendre dans ses reîtres les naïfs. Et toute notre société, je suis naïf pour un certain nombre de domaines sur lesquels je suis totalement incompétent. Et donc, je suis comme tout le monde, prêt à croire que le marché souvent va me proposer une amélioration de ma vie. Alors qu'en fait, au fond, le marché il se pose, c'est pas la diabolisation du marché, mais le marché, il est fondé d'abord sur l'intelligence. C'est-à-dire comment faire pour étendre à l'ensemble d'une collectivité un besoin. Et je vous donne un exemple, sans le citer nommément, ni la maladie pour ne pas être tout de même dans l'excès. Un laboratoire de biologie est en perdition économique. Une pharmacie en France, comme ça, se trouve en situation de perdition. Il se dit, il faut absolument que je trouve une niche. Et le dépistage en est une, parce que le dépistage, c'est quelque chose qui, à l'échelle de 10 000, 20 000, 50 000 personnes, ça rapporte de l'argent. Il trouve une maladie qui en France est fréquente. Et cette maladie, il propose de dire que dans le département où il est, elle est beaucoup plus fréquente dans ce département qu'ailleurs. Et il utilise les voix d'un journal
à grande diffusion, et ce journal dit « Oh, c'est quand même important que l'on puisse dépister cette maladie dans notre région ». Et peu à peu, comme ça, à partir d'une demande d'un laboratoire de biologie en perdition, relayée par la presse, il va y avoir une exigence de ce dépistage qui va en faire qu'on arrive à un dépistage national. Et donc on voit très bien comment ce n'est pas les scientifiques qui eux-mêmes ont proposé cette inscription du dépistage, c'est le marché. Alors, et le marché, il a toujours la protection en disant « mais moi je suis pour le bien de l'humanité, moi je rends service, je suis dans la bienfaisance, mon action est une action, je ne suis pas là pour vendre des canons, je suis là pour aider l'humain à s'améliorer, à se protéger d'un avenir dramatique ». Et donc, effectivement, à un certain moment, la société finit par réclamer au son du tambour l'inscription de ce dépistage. Je ne vais pas faire le procès du dépistage, parce qu'il y a des dépistages qui rendent un énorme service, mais le dépistage en tant que tel peut être un dépistage beaucoup plus profitable au marché qu'à l'humain. C'est simplement ça que je voulais dire. Ce qui, en fait, nous amène tout droit vers vous, François Goffinet, mais également vers Sophie Paricat, on va voir pourquoi, sur les tests de dépistage dans votre domaine. Quelle pertinence, et puis qu'est-ce qu'on en fait après? Oui, je voudrais juste rebondir sur la génétique, puisque c'est un des mots-clés de la table ronde, oui. Pour dire que, bien sûr, avec toutes les innovations qu'on a vues ces dernières années extraordinaires, tout ce que ça ouvre comme possibilité et tout ce que ça associe comme fantasme, l'impression de quelqu'un qui n'est pas généticien et qui s'occupe aussi de dépistage avec d'autres outils est qu'on a l'impression de temps en temps, et de la part aussi de temps en temps des médecins et des chercheurs, c'est que cette génétique sortirait un petit peu des règles que l'on doit absolument respecter sur l'intérêt d'un examen qu'on appliquerait à tel type de population ou à l'ensemble de la population, compte tenu de toutes ces innovations récentes, tous ces fantasmes que la génétique apporte. Alors, je suis très, très heureux de ce que j'ai entendu de la part des généticiens, parce qu'on voit bien, mais je sais déjà qu'il y a beaucoup de généticiens qui le pensent. Ils sont très mesurés. Il y a une réflexion, oui, bien entendu. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on avait l'impression qu'on pouvait tout avec la génétique, on sort un petit peu de règles de base quand on veut utiliser des outils, mais des choses toutes simples, une prise de sang pour faire une numération aux formules sanguines. Pourquoi est-ce qu'on fait cet examen? Quelle est sa pertinence? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on va faire quand on aura le résultat, etc. Et je pense que la génétique ne doit pas être en dehors de ces considérations. Il y a des règles quand on parle d'examen de dépistage et diagnostic. Elles ne sont pas forcément d'ailleurs toutes suffisantes. Hein. Il y a certainement d'autres choses sur lesquelles il faut bien sûr réfléchir. François Goffinet, pardon, vous pensez à quelles règles au sein d'un hôpital? Non, c'est ça, non, d'une manière générale. Des règles pour dire qu'un examen peut être pertinent si on le prescrit. C'est-à-dire que s'il est pertinent, la première chose, c'est si cet examen va améliorer la santé de notre patient. Je parle en tant que médecin, bien entendu, là. Hein. Donc, au bout du compte, il faut que cet examen améliore la santé. Et donc, il y a tout un processus avant qu'il améliore la santé, tout un processus qui est nécessaire pour qu'il améliore la santé. Et voilà, donc, chez une femme enceinte, par exemple, puisque je suis obstétricien, je ne prescris des examens de dépistage que si j'estime qu'ils vont avoir une utilité pour la santé de cette femme et de son enfant. Et je ne vais pas faire exactement, et je ne vais pas être le prestataire de service, comme vous le disiez à l'instant, une dame qui vient me voir et qui veut toute une batterie d'examens, je ne vais pas forcément lui prescrire ces examens-là si j'estime, et je lui expliquerai bien entendu, si j'estime que ces examens non seulement d'ailleurs n'ont pas d'intérêt pour sa santé et pour son enfant, mais même les résultats de ces examens, on pourra en reparler peut-être après, peuvent avoir des répercussions importantes, voire très néfastes, pas simplement sur le plan psychologique, mais même en termes de santé. Hein, d'une chose aussi simple que l'échographie, par exemple, contrairement à ce que l'on peut croire, l'échographie que l'on fait systématiquement pendant la grossesse a un certain nombre d'effets délétères, non pas à cause des ultrasons que nous utilisons, mais par exemple, nous faisons beaucoup de faux diagnostics de retard de croissance intra-utérin. Et à ce moment-là, nous déclenchons les patientes ou nous césarisons les patientes dans une période de prématurité parce que nous avons fait des échographies et que nous nous sommes trompés. C'est ce qu'on appelle des faux positifs d'un examen. Et à ce moment-là, on sort un enfant prématuré à qui on va associer un certain nombre de conséquences chez cet enfant
parce qu'on a fait uniquement des échographies et qu'on s'est trompé. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'échographie, mais ça veut dire qu'il faut tenir compte un tout petit peu des conséquences des examens que l'on utilise et donc de sa pertinence. Et ça, c'est un sujet sur lequel Sophie Paricard a travaillé, les conséquences d'un examen, pardon, dans un domaine bien précis. Vous allez nous dire lequel. Je vous remercie, Nadia. Alors, je suis très heureuse d'intervenir après tous ces prestigieux orateurs qui ont, à mon sens, très bien expliqué la réalité médicale. Donc, c'est plus facile pour moi d'intervenir après en tant que juriste. Il me semble que le droit, qui est largement inspiré évidemment par le comité d'éthique, s'est coulé dans cette mesure adoptée par les scientifiques. On a, depuis la loi de 1975, un standard, c'est-à-dire une notion, celle d'affection incurable d'une particulière gravité, qui, à mon sens, mais bon, on peut en discuter, cantonne assez bien les diagnostics prénataux et préimplantatoires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pratiquer de diagnostics prénataux et préimplantatoire pour n'importe quelle affection, mais seulement pour une affection incurable d'une particulière gravité. Et je crois que les médecins, en tout cas, manœuvrent au sein de ce standard aisément, parce que justement, il est relativement strict. Alors ensuite, on a eu différentes lois bioéthiques en 1994, qui ont été révisées ensuite en 2004 et 2011, et qui se sont progressivement penchées au fur et à mesure des progrès sur la génétique. Alors, il me semble que quant à la médecine génétique traditionnelle, celle qui diagnostique une maladie génétique sur un gène précisément, la réglementation est tout à fait correcte, dans le sens que le patient est accompagné avec le médecin, et qu'il y a un conseil génétique très fort qui accompagne le patient. Donc là, la réglementation est tout à fait adaptée. Quant aux tests génétiques qui sont arrivés donc sur Internet dans de multiples pays, pas en France puisque ce n'est pas autorisé en France, sauf dans le cadre, j'y reviendrai, d'établissements agréés, tout ce marché du test génétique en libre accès est interdit en France. Et actuellement, le législateur incrimine, c'est-à-dire considère comme un délit, le fait soi-même d'aller quémander, d'aller payer un test génétique à l'étranger. Donc nous sommes tous des délinquants potentiels si nous allons sur Internet payer un test génétique pour nous renseigner justement sur notre génome ou pour nous renseigner éventuellement sur un test de paternité. Et d'ailleurs, le législateur n'a cessé de multiplier les infractions. Bon, c'est un petit peu contestable à ce sujet-là. Donc une interdiction. Alors cette interdiction, cette incrimination, elle a quand même des effets pervers, parce qu'il n'empêche que cette offre de marché, elle est là, à un clic sur Internet. Et le fait qu'on ait incriminé, d'ailleurs sans grand effet, puisque personne n'est véritablement poursuivi pour aller sur Internet, le fait qu'on ait incriminé interdit à l'agence de biomédecine, sur son site, de proposer peut-être des sites de meilleure qualité, en tout cas de proposer des critères de qualité et peut-être d'orienter les citoyens vers, entre guillemets, les meilleurs sites. Donc certes, on a certaines interdictions qu'il faut, à mon sens, maintenir, mais peut-être qu'il faudrait également prévoir un aménagement, ou en tout cas saisir l'agence de la biomédecine pour que peut-être elle s'intéresse à ces sites et propose à ce vraiment, parce qu'il y a des gens qui sont angoissés et qui de toute façon vont aller faire ce test parce que cela répond à une angoisse existentielle, de connaître son génome. On a tous parfois envie de se connaître, parfois dans des périodes un peu difficiles de notre vie, donc peut-être que ce serait intéressant en tout cas que l'agence de la biomédecine s'intéresse à cette question-là. Et puis on a l'émergence d'une nouvelle médecine qui est la médecine personnalisée. Alors, la médecine personnalisée, brièvement, je parle sous le contrôle bien sûr de ceux qui m'ont précédé, mais qui sont médecins. Cela consiste en une médecine qui est ciblée à votre génome et qui demande donc, pour savoir si elle est efficace, qu'un test génétique soit fait sur votre personne. Alors ce test génétique, vous y consentez dans le cadre de la médecine génétique traditionnelle, c'est-à-dire que rien n'est prévu
quant à l'information secondaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de tout ce génome qu'on aura décrypté à votre propos. Est-ce qu'on vous dit, par exemple, bien que vous avez un taux de prédisposition au diabète très important ou un taux de prédisposition à l'AVC très important, que faire de cette information secondaire? Et je sais que l'Académie de médecine s'est posé récemment la question. Alors pour l'instant, c'est le médecin qui décide quelles informations il doit vous transmettre en plus de celles qui étaient exigées pour ce médicament, cette médecine personnalisée. Mais il me semble que le législateur devrait se saisir de cette question, parce que ce n'est pas au médecin de décider dans la mesure où aujourd'hui le patient a le droit d'être informé et qu'on a tourné la page un peu de ce paternalisme médical. Est-ce que c'est vraiment à la personne de consentir à ce que toutes ces données lui soient données alors qu'on sait qu'il n'y aura aucun protocole médical qui pourra lui être proposé à côté, ni en termes de prévention, ni en termes de soins? Donc moi je pense plutôt qu'on devrait prévoir une disposition établissant que le médecin ne doit donner au patient, dans la mesure où il a décidé d'avoir plus d'informations que celles demandées, que les informations médicalement pertinentes. Parce qu'à mon sens, les données génétiques n'ont de sens à être transmises que si elles sont accompagnées d'un pouvoir médical. C'est-à-dire si on peut vous proposer quelque chose en termes de prévention ou de soins. Sinon, à quoi ça sert de savoir qu'on est prédisposé à telle maladie, puisqu'on a bien vu que de toute façon, ça n'avait aucune signification scientifique. Vous vouliez intervenir, Didier Sicard? Le problème, Jean-Louis Mandel et puis... simplement, c'est que le paradoxe, c'est que le dépistage du génome dans son ensemble finit par être moins cher que le dépistage d'un gène. Et donc, on est dans une situation où avoir des éléments d'information dont on ne peut rien faire finit par être, sur le plan du marché toujours, on se place sur le plan du forum, le marché, pas uniquement les problèmes scientifiques. Au fond, le marché dit c'est moins cher que je vous apporte, je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'informations dont on ne peut rien faire, parce que le dépistage d'un seul gène suppose des méthodes extraordinairement complexes. Donc on est pris au piège. On est pris au piège de cette fourniture. Je pensais dans le train un peu comme une voiture automobile. Si vous achetez un pneu, il est beaucoup plus cher de l'acheter à l'unité que de l'acheter à l'intérieur de la voiture. La voiture vaut beaucoup moins cher que l'ensemble de ces éléments qui la constituent. Et donc on voit très bien que le destin du marché dans ce domaine, il est considérable parce que il dira aux scientifiques, débrouillez-vous, moi je vous donne pour pas très cher une masse d'informations, mais je ne suis pas scientifique. Simplement, il crée un embarras peut-être au-delà des connaissances scientifiques possibles. Mais je voudrais avoir l'avis de Mandel, peut-être. Jean-Louis Mandel, oui. Dans le micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, parce que jusqu'à présent, on avait l'impression qu'on était tous d'accord, plus ou moins. Et donc là, je vais peut-être dire... Ça commence toujours comme ça, et c'est intéressant. Des choses sur lesquelles je suis pas du tout d'accord. D'abord, juste, effectivement, je crois qu'une chose où on est tous d'accord, c'est que la prédiction individuelle basée sur la génétique pour les maladies dites communes, donc celles qui ne sont pas de vraies maladies génétiques, ça ne sert pas à grand-chose du point de vue prédiction individuelle. Par contre, les Anglais, qui ne sont pas tous des idiots, même M. Cameron, qui a annoncé qu'on allait séquencer le génome de 100 000 Anglais, et le président Obama, qui vient d'annoncer qu'il allait y avoir un effort sur 1 million d'Américains, on peut se demander, est-ce qu'ils ont pété les plombs ou est-ce qu'ils sont la proie du marché de ceux qui vendent? Et je crois qu'il faut faire une différence, je parle donc toujours pour les maladies communes, entre l'intérêt scientifique pour comprendre des mécanismes de maladie et l'intérêt individuel pour prédire pour une personne donnée est-ce qu'elle va avoir telle ou telle maladie. Et effectivement, le fait d'avoir, par exemple pour Alzheimer, je vais donner un exemple, grâce aux travaux d'une compagnie qui sent aussi un peu le soufre ici, qui s'appelle Decode en Islande, qui a les données médicales, génétiques sur à peu près la moitié de la population islandaise. Il a été découvert récemment
un variant génétique dans un gène, qui multiplie par 3 dans 1% ou 0,5% de la population le risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Du point de vue prédiction pour la population, ça n'a aucun intérêt. Il se trouve que l'identification de ce gène permet de dire que dans la maladie d'Alzheimer, les aspects inflammatoires et d'immunité innée ont un grand rôle, parce que si un gène qui est impliqué dans ces mécanismes, une variation peut multiplier par 3 le risque, ça veut dire que ça joue un rôle important dans le mécanisme de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est une découverte tout à fait passionnante. Ça n'a aucun intérêt pour la prédiction de la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est l'aspect maladie commune. Donc effectivement, du point de vue individuel, pas d'intérêt. Ceci dit, vous avez devant vous un délinquant. J'ai envoyé ma salive à 3 reprises à une entreprise qui est très proche de Google, 23andMe, pour avoir effectivement ces résultats génétiques. Simplement, c'était pour voir finalement est-ce qu'ils sont sérieux, pas sérieux. Du point de vue qualité scientifique, je souhaiterais que l'information que donnent beaucoup de médecins soit aussi rigoureuse que l'information sur le site internet de 23andMe, que je trouve absolument remarquable. Ça, c'est, je ne suis pas payé par eux. Et l'autre chose, sur l'interdiction en France, je pense que ça, c'est un peu le pouvoir médical, de dire vous n'êtes pas capable de comprendre, donc il faut interdire. Ceci dit, est-ce qu'on nous vend, L'Oréal vend des pommades pour rester jeune, etc. C'est pas beaucoup plus validé scientifiquement, je dirais. Voilà. Et la dernière chose est la plus importante. Le professeur Sicard a cité, sans le dire, une maladie et un laboratoire qui, parce qu'il allait mal, proposait de faire le dépistage. Il s'agit de la mucoviscidose et de faire le dépistage des couples à risque de mucoviscidose. Le Collège américain de génétique médicale, il y a déjà 10 ans, avant qu'il y ait les possibilités de séquençage au haut débit, a dit que ceci était dans le standard of care, enfin de proposer aux couples, s'ils voulaient ou s'ils ne voulaient pas, avoir un dépistage de la mucoviscidose, parce que c'était un choix face à une maladie qui, quoi qu'on en dise, reste très grave. J'y reviendrai. En Israël, le dépistage de toute une série de maladies génétiques, dont la mucoviscidose, dont la myotrophie spinale, est payé par l'État, donc est fait au niveau de toute la population. D'après ce que j'ai compris, ça n'a pas déclenché des effets pervers. Ceci dit, je pense que ça doit être un choix, mais un choix qui doit être possible. Parce qu'après, on dit, oui, mais la mucoviscidose, c'est plus une maladie si grave. Avant, on en mourait vers l'âge de 15-20 ans. Maintenant, l'âge moyen, c'est 40 ans. Âge moyen, c'est 40 ans, ça veut dire qu'il y en a quand même encore qui, bien qu'ils ont été bien traités, meurent à 20 ans. Bon. Alors on dit, oui, mais la science fait des progrès. On a maintenant le premier médicament spécifique pour la mucoviscidose basé sur la compréhension du gène. Ça a mis quand même, le gène a été découvert en 1986, pour avoir ce premier médicament, ça a mis donc 25 ans ou près de 30 ans. Ce médicament ne s'adresse qu'à 5% des malades de mucoviscidose qui ont une certaine mutation. Et les 95% autres doivent encore attendre. Ce médicament coûte $300 000 par an à vie. Alors, peut-être que ça va diminuer, mais ça veut dire que dans des pays comme le Canada, où pourtant la recherche qui a été faite, qui a permis de mettre au point ce médicament, est en grande partie issue de laboratoires à Toronto. Ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas payer. Donc, je dirais que, est-ce que ce n'est pas une liberté que l'on doit face à des maladies qui restent des maladies extrêmement graves? Et puis, je dirais deux choses. Cet aspect de dépistage préconceptionnel, ça se fait depuis 1981 dans
en Italie, en Grèce, en Crète, ça fait quasiment disparaître une maladie très grave qui s'appelait la bêta-thalassémie et qui était fréquente dans les pays méditerranéens. Thalassa, c'est la mer Méditerranée. La bêta-thalassémie est une maladie qui reste très grave. Alors, qu'est-ce que ça a permis, ça? Un choix d'abord, de pouvoir mieux traiter, en parallèle du fait qu'on a fait la prévention par le diagnostic prénatal, il faut le dire, diagnostic préconceptionnel puis prénatal de la bêta-thalassémie, ça a permis en parallèle et dans les mêmes pays de pouvoir beaucoup mieux soigner les 10% de malades restants qu'en Crète, il n'y avait pas assez de sang pour pouvoir faire les transfusions pour les malades thalassémiques. Dans les populations juives ashkénazes, en Israël, aux États-Unis, au Canada, il y a une maladie neurologique gravissime qui s'appelle la maladie de Tay-Sachs, qui a quasiment disparu. Est-ce qu'il faut le regretter? Voilà. Donc, je vais paraître très eugénique, mais je pense qu'il y a des maladies qui, pour le moment, restent des maladies extrêmement gravissimes, pour lesquelles la médecine n'a pas beaucoup de solutions, et que c'est au moins une liberté qu'on doit pouvoir donner aux gens de choisir ou de ne pas choisir. Alors après, il peut y avoir des problèmes, parce qu'effectivement, c'est toujours le problème des limites. Et quand quelqu'un avait dit que la loi française sur les maladies d'une particulière gravité rend les choses simples en diagnostic prénatal, ça rend les choses simples, je dirais, pour 90% des cas. Soit ceux où vraiment on se dit non, c'est vraiment pas grave, soit ceux où on se dit c'est vraiment très grave. Mais là où les discussions sont souvent très longues et où d'un comité à l'autre, d'ailleurs les gens ne sont pas toujours d'accord, c'est à la frontière. Et donc c'est vrai que les problèmes de frontières seront toujours très difficiles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est considéré comme très grave par les uns et pas si grave que ça par les autres, en fonction aussi de l'histoire familiale, du vécu des personnes. C'est pas simplement dans l'abstrait, telle maladie, c'est pas trop grave, telle maladie, c'est grave. Il y a des histoires familiales où telle maladie a été tragique ou au contraire a été tout à fait supportable. Voilà. Didier Sicard, puis Patrick Gaudret et Sophie Paricard. Rentrer dans le débat, d'abord je suis beaucoup moins compétent que Mandel sur ces sujets. Simplement, l'histoire que je racontais, c'était comment le marché avait créé le dépistage. Même si la science venait au secours du marché, le marché a été l'initiateur. La deuxième question, c'est que on ne peut pas confondre la thalassémie à Chypre, en Grèce, qui atteint un nombre considérable de personnes, avec la mucoviscidose qui va concerner 150 à 200 enfants par an. Et le problème est de savoir si la société est prête à ce que les 65 millions de Français se fassent faire un dépistage de mucoviscidose que le marché appelle de tous ses voeux, parce que ça lui rapportera, et qui va embarrasser effectivement chacun, parce qu'on est porteur 1 sur 30 d'un gène de la mucoviscidose, mais avec une infinité de différents haplotypes de gènes qui font qu'il y a des gènes qui vont être particulièrement dans la rencontre avec un autre gène délétère, et puis des gènes où la mucoviscidose sera ou minime ou elle apparaîtra à 70 ans. Donc le problème est de savoir comment on va passer d'un discours de prévention d'une maladie épouvantable qui est la mucoviscidose, en se posant la question est-ce qu'on est absolument certain que ce sont les progrès thérapeutiques qui sont liés au dépistage et non pas les progrès de la prise en charge, enfin ça je mets ça de côté, est-ce que nous sommes prêts dans cette salle à nous faire un dépistage pour savoir si on est 1 sur 30. Dans cette salle, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui sont porteuses du gène et par conséquent, quand elles ont 20 ans, avant de procréer, voudront savoir si leur conjoint ou leur conjointe est porteur du risque. Je crois qu'on est dans une aventure humaine qui est de vouloir se protéger de tout et que le marché lui dit il faut vous dépister parce que vous allez en tirer un bénéfice. C'est pour ça que je crois qu'il faut regarder le marché avec non pas diabolisation mais avec une certaine lucidité. Et peut-être déjà d'une demande de droit à naître en très bonne santé. Patrick Gaudret.
Oui, moi je voulais faire ressortir, dans ce que disait Jean-Louis, il y a effectivement une notion qui est une notion qui devient prépondérante du flou des frontières entre recherche et médecine. Et c'est quelque chose qui est absolument prévalent. Il est un bien, effectivement, pour la connaissance et donc pour notre futur, pour la santé de nos arrière-petits-enfants, de séquencer un nombre important de génomes. De ce point de vue-là, l'initiative anglaise, l'initiative américaine, l'initiative des îles Féroé, moi je ne savais même pas que c'était un pays indépendant, mais c'est parce que je suis nul en géographie, mais les îles Féroé, 50 000 habitants, ont décidé de faire un séquençage complet de tous leurs ressortissants. C'est très bien, mais pourquoi aux îles Féroé plutôt qu'ailleurs? Je ne connais pas la justification scientifique. Toujours est-il que c'est une initiative qui a été prise. Alors effectivement, la science, la recherche en génomique va en profiter d'une manière étonnante, et c'est un bien. Je ne suis pas un anti-scientifique, sinon je renierais mes 40 ans de carrière. Mais c'est un bien, mais il faut savoir effectivement où se situe la recherche, où se situe la médecine. Quand on me parle des informations importantes et bien fichues sur leur site de 23andMe, en matière de prédiction de santé, l'administration américaine, alors certes c'est l'administration, c'est la Food and Drug Administration, la FDA américaine, a interdit à 23andMe et les sociétés comme elle de vendre des tests de dépistage ou des tests génétiques en accès direct aux consommateurs. Parce que, en fait, un tas d'arguments juridiques, mais qui ont fait que ces sociétés ont dû interrompre leurs activités dans ce domaine, activités qu'elles ont reportées sur des activités dites récréatives ou de généalogie d'ailleurs. Et puis j'ai appris récemment que 23andMe s'est installé pour ses activités de prédiction médicale, de prédiction génétique au Canada parce que la législation leur permettait de le faire. Donc en fait, il y a des différences. Même les États-Unis, qui mettent l'autonomie de la personne au premier plan, sont capables de faire des interdits qu'évidemment les sociétés, y compris les sociétés ressortissantes des États-Unis, vont contourner à la première occasion. Alors est-ce que c'est un argument pour dire il ne faut pas le faire? C'est toute la question du moins-disant éthique, etc. Doit-on effectivement interdire les tests génétiques en France? C'est une question. Autre point sur lequel je voudrais insister, on nous dit c'est merveilleux, on va avoir le droit d'accéder enfin à de la connaissance. Il y avait à cette place, à ma place, là, hier, Paul-Loup Veil-Dubuc qui a fait des articles extrêmement intéressants, dont un article dans la revue Esprit, sur le droit de ne pas savoir. Ce droit de ne pas savoir, il s'érode petit à petit. Lorsque tu as cité le collège des généticiens cliniciens américains, tu as dit ce qu'ils avaient dit il y a 10 ans à propos de la mucoviscidose. Qu'est-ce qu'ils ont dit il y a un peu plus d'1 an, dans un article qui a fait couler pas mal d'encre? Ils ont dit que de quelque manière qu'aient été obtenues ces données de santé pour de la recherche ou dans le cadre de tests cliniques, à titre de données principales ou de données dites incidentes, celles qu'on obtient un petit peu par hasard parce que c'est au voisinage de l'endroit où on regardait, eh bien si on voit certaines mutations, certaines affections génétiques dans une liste qu'ils ont établie de leur propre autorité et qui n'a, quand on la regarde de près, pas grand sens, eh bien à ce moment-là, il n'était plus question d'avoir le droit de ne pas savoir. Celui qui avait établi la donnée de séquençage d'ADN avait l'obligation de donner cette information à la personne, que cette personne le souhaite ou non. C'était écrit tel que. Ça a créé un débat dans différents journaux génétiques. Et oui, du coup, ils ont freiné un petit peu des cas de fer. Mais la dérive, enfin, ce que j'appelle personnellement une dérive était là, c'est-à-dire que, insensiblement, parce qu'on a regardé l'aspect technique, voire scientifique, on est arrivé effectivement
à un débordement qui était d'interdire à quelqu'un de ne pas savoir. Or, moi, je vis toujours dans la philosophie des Peanuts et de Charlie Brown. Je suis résolument heureux, laissez-moi dans mon ignorance. D'autre part, ces sociétés qui font effectivement les choses pour le bien de l'humanité se permettent, 23andMe, une fois encore, de vendre les données de 12 000 personnes atteintes de Parkinson à une autre société de biotech qui, elle, va effectivement travailler éventuellement sur des médicaments et va faire une quantité d'argent phénoménale sans que les personnes qui font l'objet de cette vente aient été sollicitées pour un consentement particulier sur cette opération et ne l'ont pas forcément souhaité. Donc en fait, on voit déjà effectivement qu'on est dans une situation où, comme le disait d'ailleurs Didier Sicard, le marché a remplacé la connaissance, la médecine, etc. Sophie Paricard, puis François Goffinet, et je vais déjà commencer à aller descendre dans la salle. Oui, je vous rejoins parfaitement. Et il me semble qu'on a là des questions à se poser aussi en termes de droit, parce que certes, on interroge notre liberté individuelle, et on peut penser que chacun d'entre nous est relativement raisonnable pour avoir accès à ces informations et bien les traiter. Mais derrière la responsabilité individuelle, il y a aussi la question de la légitimité sociale. Et là, je rejoins la question des tests prénataux. Lorsqu'on a mis en œuvre ce diagnostic préimplantatoire et prénatal, on en a confié l'interprétation au pouvoir médical, ce qui crée parfois effectivement à la marge des problèmes d'interprétation. Mais si on avait décidé d'établir une liste de ces maladies, comme ça a pu être fait ailleurs, je pense qu'on allait vers un certain danger. Parce que si on avait dit clairement dans un texte qu'on pouvait dépister la trisomie 21 ou le diagnostic de Corée de Huntington, est-ce que cela n'aurait pas légitimé le Parlement à moins légiférer en matière de handicap? Parce que lorsqu'on légitime un comportement, cela veut dire que ça a des effets pervers et que donc d'autres législations paraissent moins légitimes. Parce que, même si ce sont des discours qu'on entend aujourd'hui, la trisomie 21 est encore considérée comme un handicap et est pris en charge par l'État. Alors que sinon, l'État aurait pu vous dire 10 ou 20 ans après, mais attendez, cet enfant, vous auriez pu l'éliminer à la naissance. Vous avez décidé de le garder. C'est légitime. Mais en même temps, nous, comment vous offrez la possibilité de supprimer cet enfant? C'était de votre responsabilité individuelle de le garder et l'État n'a pas à engager une décision collective venant seconder votre responsabilité individuelle. Et c'est la même chose pour la connaissance que l'on peut avoir de soi sur ces gènes. À partir du moment où le législateur peut décider de ne plus incriminer et de dire chacun a droit de connaître son génome librement. Cela veut dire que d'autres questions vont se poser. Est-ce que, par exemple, à partir du moment où chacun a accès à cette information individuelle, il n'a pas le droit de la communiquer à qui la lui demande, notamment aux assureurs ou aux employeurs? Est-ce que ceux-ci, du coup, n'auront pas plus de légitimité à demander cette information qui est en accès libre et autorisé? Autre question, à partir du moment où on va autoriser l'accès à ces tests génétiques, est-ce que le contrôle social ne pourra pas être plus important sur le comportement? J'en parlais avant-hier. Si vous savez, et donc vous avez accès à cette information de façon tout à fait légitime, que vous êtes prédisposé au diabète, je prends cette maladie parce que pour quelqu'un qui est profane, c'est la plus simple. Si vous savez que vous êtes prédisposé au diabète et que vous continuez à manger beaucoup de sucre et que vos analyses sanguines montrent que vraiment vous mangez beaucoup de sucre, lorsque vous allez déclarer véritablement la maladie, l'assurance maladie, au gré des différentes analyses médicales que vous aurez pu faire, peut tout à fait vous dire, écoutez, c'est 50-50, vous saviez que vous aviez une prédisposition au diabète, vous avez quand même continué à avoir un mode de vie qui n'était pas en adéquation avec cette prédisposition, donc nous on vous prend en charge seulement à 50%. C'est normal, responsabilité individuelle, responsabilité collective. Donc je pense qu'il est important de ne pas s'interroger seulement en termes de responsabilité individuelle, mais aussi de s'interroger sur les effets pervers en termes de contrôle social, puisque évidemment ça ne se fera pas tout de suite. Mais au fil du temps, ce sont des questionnements qui peuvent émerger et qui certainement, dans un cadre mesuré, pourraient être mis en place. François Goffinet. Nous les
français de quelque chose. Par exemple, aux États-Unis, il y aurait une liberté de choix, une autonomie quasiment totale, individuelle. Et vous avez rappelé qu'effectivement, il y avait quand même un certain nombre de règles pour qu'on sache un peu dans quelle société on veut vivre. Moi, personnellement, je suis très content qu'en France, il y ait un comité national d'éthique avec des lois de bioéthique et qu'on réfléchisse un petit peu de savoir dans quel type de société on veut vivre. Et je trouve que c'est important effectivement qu'il y ait d'autres gens que les docteurs qui prennent des décisions, ou même que les individus, même si ça peut paraître un peu paternaliste tout ça. Réfléchissez un peu demain, on a dit tout à l'heure qu'en 7-8 ans, on a rappelé qu'en 7 ans la génétique avait énormément évolué, mais demain, dès 4-5 semaines de grossesse, vous aurez le génome du fœtus. On aura plein de pourcentages de ce que va devenir ce fœtus. Et tout à l'heure, vous disiez, mais voilà, on a bien le droit d'avoir un enfant en bonne santé à la naissance. Et ça, tout le monde a sa propre perception de ce que ça veut dire un enfant en bonne santé. Actuellement, les gens pas tous, mais la majorité ne se pose pas tellement de questions en fait. On n'a pas trop suscité chez eux tout cela. Les jeunes couples ou les couples arrivent sans avoir trop d'idées que c'est trop dangereux. La grossesse n'est pas une maladie. On n'est pas obligé non plus de faire des milliers et des milliers d'examens pour prendre en charge une grossesse correctement. Et le fait que la femme accouche normalement avec un enfant en bonne santé, c'est quand même la grande majorité des cas, même s'il faut bien sûr être prudent et bien suivre les grossesses. Donc demain, cette autonomie personnelle, cette liberté de choix vous permettra, dans le laboratoire d'en face de chez vous, d'avoir le génome de votre fœtus dès un mois et demi. Et donc on peut déjà imaginer, je ne veux pas fantasmer du tout et sur des effets pervers, mais imaginer un peu toutes les conséquences que cela peut avoir, surtout qu'il n'est pas certain que les couples, et moi je le dis pour le vivre, aient beaucoup plus, je dirais, de nuances et de prise de conscience, un petit peu de responsabilité pour leur fœtus par rapport à eux. C'est-à-dire pour soi encore, on peut avoir une certaine distance, mais pour son enfant à naître, c'est beaucoup plus compliqué. On veut que tout soit parfait. Et on peut imaginer un petit peu toutes les dérives que, si on n'y réfléchit pas avant et s'il n'y a pas un petit peu de réflexion, toutes les dérives que cela pourrait occasionner dans les années qui viennent. Oui, non, mais j'interpellais justement Pierre Etoffière sur l'affaire Perruchon, justement, sur ce sujet. Et je disais tout à l'heure peut-être, et je disais tout à l'heure peut-être le devoir de naître en bonne santé, effectivement, le devoir, donc vis-à-vis de ses parents. Est-ce que tu veux en parler ? Oui, c'est une affaire maintenant ancienne, mais qui avait beaucoup défrayé la chronique à l'époque, puisqu'il y avait eu des parents qui avaient fait une action judiciaire en poursuivant, je le fais le plus simple possible, les médecins, au motif qu'ils avaient laissé naître, entre guillemets, ou ils avaient empêché donc que l'enfant puisse naître avec un handicap, et ils avaient demandé des dommages et intérêts, je vous le fais donc le plus simple. Hein. Et grosso modo, les magistrats ont été obligés de statuer quand même, c'est allé jusqu'à la Cour de cassation, sur le fait que le fait de naître n'était pas sujet, même handicapé, surtout handicapé dans ce cas-là, ne pouvait pas générer des dommages et intérêts. On ne pouvait pas agir à ce niveau-là sur le fait de considérer que laisser naître un enfant handicapé parce que problème de diagnostic, enfin je ne rentre pas dans les détails, pouvait générer des dommages et intérêts. Mais enfin, il a fallu aller jusque-là pour statuer sur ce point-là. Merci. Une question ? Oui, j'ai beaucoup de mal à comprendre et même à admettre qu'on puisse refuser à une personne une information qui peut se révéler essentielle sur elle-même et sur sa santé. Un exemple stupide, j'emmène ma voiture à l'entretien, les freins sont défaillants, le garagiste m'informe et, dans la mesure du possible, il répare ou on change la voiture. J'en conclus que si un médecin tait une telle information sur le plan d'une maladie par exemple monogénique, puisque dans le cas de figure il y a relativement peu de loterie, à partir de ce moment-là, sa responsabilité est engagée à 100%. Qui veut répondre ? Peut-on taire une information génétique ? Jean-Louis Mandel, vous avez le micro. Oui, je pense qu'effectivement c'est toute une discussion et Patrick effectivement évoquait ce débat qui a été très, très chaud aux USA justement sur s'il y a des choses qu'on trouve dans le génome, ce qu'on appelle les découvertes incidentes, c'est-à-dire on ne cherchait pas mais on a vu des choses, est-ce qu'il faut le dire ou il ne faut pas le dire finalement, après un débat, ils ont effectivement reconnu que de toute façon, la personne
avait le droit de dire a priori est-ce qu'elle voudrait savoir ou pas. Mais ceci dit, c'était pour un nombre limité d'informations qu'on peut discuter sur ce qu'on appelait des informations, ils disent actionable, c'est-à-dire des anomalies génétiques, des mutations pour lesquelles on pense qu'il y a un intérêt à relativement court terme de prévention, par exemple pour des aspects cardiaques, etc. Mais ceci dit aussi sur ce qu'on va apprendre sur les génomes. D'abord, le génome d'un enfant où il n'y aurait strictement aucun risque pour quoi que ce soit, ça n'existe pas. Donc si vraiment pour toutes les maladies communes on se disait ah mais il y a un risque de 3% ici, un risque de 5% ici, etc., il n'y aurait plus de naissance. Et heureusement, je crois que la plupart des gens font la différence entre un risque plus ou moins grand d'un problème où il y a une thérapeutique et qui arrivera dans 40, 50 ou 60 ans et où en plus il y a peut-être des modes de vie. On part du diabète, de toute façon c'est là où la prédiction génétique elle est sans intérêt et où par contre les conseils sur le mode de vie, ils ne dépendent pas de la prédiction génétique ou pas, c'est vrai pour tout le monde. Voilà. Alors juste une chose aussi, à l'heure actuelle, pour beaucoup de maladies, la prédiction sur la base du génome est moins bien que de simplement demander la question est-ce que votre père ou votre mère a une maladie d'Alzheimer ou est-ce que votre père ou votre mère a eu une crise cardiaque avant 50 ans? Est-ce qu'on interdit aux médecins de poser cette question, hein? Au contraire, on leur dit vous devez la poser. Or, quand vous la posez pour quelqu'un qui n'y avait pas réfléchi, vous êtes en train de lui dire « Ah, votre mère a une maladie d'Alzheimer à 75 ans », vous êtes en train de lui dire que vous avez un risque de maladie d'Alzheimer qui est en fait équivalent à ce qu'on pourrait détecter si on faisait le test génétique. Donc vous ne vous êtes pas posé la question est-ce que c'est une question valide ou pas, vous l'avez posée, et donc vous avez donné une information à la personne qu'effectivement elle a un risque plus important qu'une personne dont les parents sont morts à 80 ans sans maladie d'Alzheimer. Donc je crois qu'il faut relativiser à la fois, comme j'ai dit, je suis pessimiste et optimiste. Je suis pessimiste sur l'utilisation pour les maladies communes ou même pour une bonne partie de la pharmacogénétique de ce qu'on pourra apprendre du génome pour vraiment guérir les gens. Ça ira très lentement. Et ce qui veut dire que je suis optimiste sur la plupart des dangers que l'on donne sur une telle prédiction sont des faux dangers, parce que comme on n'arrivera pas à prédire correctement à cause de cette complexité, et que, je veux dire, c'est vrai que si on va pouvoir peut-être avoir le génome du fœtus, mais on l'a vu, c'est d'une telle complexité que de toute façon, à part les rares maladies vraiment génétiques et qu'à l'heure actuelle on ne sait pas traiter et dont il n'est absolument pas sûr qu'on saura les traiter il y a 20 ans, je donnerai un exemple. Il y a 20 ans, on a commencé à faire le diagnostic prénatal de la maladie de Huntington. La maladie de Huntington, c'est une maladie effroyable, mais qui commence vers, en général, l'âge de 30-40 ans. C'est une maladie où vous avez une dégénérescence nerveuse, à la fois mentale, à la fois des gestes, etc. Et ça dure 15 ans de dégradation pour lesquelles on ne peut rien faire. Et il y avait une femme qui avait eu mon numéro de téléphone, qui est une femme enceinte, et qui m'avait dit « Mais est-ce que vous pensez que dans 30 ans, il y aura un traitement pour la maladie de Huntington ?» On venait de découvrir le gène, les Américains. Il y avait plein d'équipes internationales qui travaillaient sur la maladie de Huntington. Il y avait des fondations américaines avec beaucoup d'argent. Le grand architecte Frank Gehry est un des grands donateurs pour la recherche sur la maladie de Huntington. Donc beaucoup d'argent, beaucoup d'équipes. 20 ans après, on n'a toujours pas de traitement pour la maladie de Huntington. Et je dirais, il y a toujours des pistes, effectivement. Mais des pistes où on se dit que dans 5 ans, on aura quelque chose, je dirais non.
Donc voilà, c'est simplement de se dire, voilà, pour les maladies communes, la prévision, elle est quasiment sans intérêt au point de vue individuel. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Les gens, de toute façon, devant cette masse de données, de toute façon, ils disent, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fera que mon gosse, il sera malade dans les 5 ou 10 prochaines années? Et tout le reste... Patrick Gaudret, puis Didier Sicard, hein, et ensuite on retourne à la salle. Oui, très rapidement, je voudrais dire justement, tu as évoqué le mot de complexité. Je crois effectivement qu'on ne peut pas aborder ces questions-là en pensant à la voiture qu'on confie à son garagiste. Je suis désolé, monsieur, mais on est dans un niveau de complexité qui est bien plus important. Alors, et dans un niveau de questionnement aussi, nous réagissons tous différemment, et puis même avec des maladies monogéniques, comme disait Jean-Louis Mandel, prenons le cas de la prédisposition au cancer du sein, prédisposition génétique, les fameux gènes dont tout le monde a entendu parler, BRCA1, BRCA2. On en a reparlé beaucoup au moment où une actrice célèbre a dit qu'elle avait, étant porteuse de mutations dans le gène BRCA1, dans une famille où effectivement la maladie s'exprimait d'une manière très fréquente et très grave, elle avait choisi de se faire enlever les 2 seins de manière prophylactique. Tout le monde en a parlé, ça fait les couvertures des journaux, et sa position est éminemment respectable. Est-ce qu'il faut pour cela conseiller à toutes les femmes qui sont porteuses d'une mutation dans le gène BRCA1 de se faire enlever les 2 seins et les ovaires? Personnellement, je ne le crois pas. Il y a besoin effectivement là d'un conseil génétique. J'en ai parlé beaucoup avec une spécialiste de la question qui est généticienne à l'Institut Curie à Paris, Dominique Stoppalione. Et en fait, le fait de savoir effectivement, d'avoir ce savoir qu'il y a une mutation dans un gène qui va éventuellement conduire à l'apparition d'un cancer qui peut être grave, très grave, mortel, pose effectivement la question: comment peut-on conseiller à une personne, l'orienter vers la chirurgie prophylactique, ou au contraire lui dire que c'est une chirurgie extrêmement invalidante et que peut-être il vaudrait mieux pas? Didier Sicard. Je voudrais revenir inlassablement au marché. Cette question est extrêmement intéressante, de l'assimilation d'un corps humain à une voiture, indépendamment de ce que vient de dire Patrick Gaudret sur la complexité du corps humain. Mais la prise en charge, quand vous allez porter votre voiture chez le garagiste, c'est vous qui payez. Et alors, il faudrait que, au fond, les Français, nourris d'annonces plus radieuses les unes que les autres sur le gène qui vous apportera un destin, sera payé par qui? Sera payé par l'assurance maladie, dans la solidarité nationale? Au fond, c'est exactement comme quelqu'un qui dit: ah, vous savez, j'ai appris que mon beau-frère a eu un cancer du rein parce qu'on l'a découvert sur une échographie. Alors il faut que chaque Français, chaque Française se fasse faire tous les 6 mois une échographie du rein, au risque, effectivement, ou à l'avantage de découvrir par hasard un petit cancer du rein opérable. Ça pose la question générale de la solidarité, c'est-à-dire, au fond, cette espèce d'obsession du dépistage. Le marché a très bien compris que c'est beaucoup plus rentable de faire de l'argent sur le dépistage que de faire de l'argent sur les médicaments. Parce que les médicaments, ils sont dangereux. Le dépistage, il ne mène que quelquefois qu'à une interrogation. Entre le dépistage d'une maladie monogénique dans une famille de Huntington, où il est absolument essentiel, même si le droit de ne pas savoir existe, mais la confusion entre l'ensemble des maladies et avec cette annonce permanente de l'intérêt pour la personne, l'intérêt de le savoir, est totalement artificiel, fictif. Seul le marché, sur la plupart de ces maladies plurigéniques dont on n'arrive pas à saisir, la science, elle, à partir de ce que Google accumule quand Google vend à des laboratoires scientifiques l'ensemble de ces données, la science progresse parce qu'on arrive progressivement à identifier des petits risques avec des grands risques. Mais arriver à cette question que vous avez posée, qui est fondamentale, est-ce que j'ai le droit tout de même de savoir quel est mon destin?
Et j'ai le droit de savoir à quelque chose de complètement source d'un déséquilibre de la solidarité économique de l'assurance maladie, totalement. Madame, après Sophie Paricard, juste pour revenir un tout petit peu à la salle. Juridique, puisque votre question posée sur le droit A. Dès lors que votre test s'inscrit dans une prescription médicale, vous avez le droit de tout savoir, puisqu'aujourd'hui, le droit du patient à une information complète et exhaustive est posé par les textes. Donc à partir du moment où il y a prescription médicale du test, comme vous le disiez, dès lors qu'il peut y avoir des indices importants quant à une prédisposition à une maladie génétique, il y a une prescription et dans le cadre de cette prescription, vous avez le droit à une information totale et exhaustive. En revanche, dès lors que vous vous situez en dehors d'une prescription médicale, vous êtes face au marché dont parlait M. Sicard, et à ce moment-là, évidemment, vous êtes aux mains du marché et vous n'êtes plus protégé par le droit français qui, lui, justement, instaure ce protocole médical uniquement dans une finalité, c'est la protection de la personne. Bonjour, Isabelle Kosinski, je suis médecin biologiste de la reproduction et je voulais revenir sur deux choses. La première chose, M. Mandel l'a bien souligné, c'est l'importance lorsqu'on conseille ou qu'on prescrit ou qu'on informe le patient de l'existence de certains tests, et notamment à propos de la mucoviscidose, de toujours faire de la médecine et de toujours interroger sur les antécédents médicaux et qu'un test ne remplacera jamais un bon interrogatoire. Ainsi, par exemple, lorsque les patients nous consultent pour recourir à un don de sperme, nous sommes dans l'obligation de les informer des recherches qui ont été menées sur les donneurs. Et ces recherches sont finalement assez succinctes. Elles concernent un bon interrogatoire familial. Et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de recherche comme dans certains autres pays, à savoir tout un listing de mutations qui peuvent être recherchées. Et nous ne recherchons pas si le donneur de sperme ou la donneuse d'ovocytes est porteuse d'une mutation de la mucoviscidose. Donc nous devons en informer les patients. Et ces patients qui viennent nous voir parce qu'ils sont infertiles, qui n'avaient jamais pensé à toutes ces histoires de mucoviscidose, d'un seul coup on leur dit « Voilà, vous devez être conscient que nous n'avons pas fait le test et que, évidemment, c'est comme quand vous avez rencontré votre mari la première fois, vous ne lui avez pas demandé s'il était conscient d'être porteur d'une mutation de la mucoviscidose. Eh bien, madame, si vous voulez éviter si vous voulez savoir si vous avez un risque d'avoir un enfant, la seule solution, et encore elle est complètement imparfaite, c'est de rechercher chez vous s'il y a un risque. Et finalement, en informant nos patients, on sème chez eux un trouble. Ils n'avaient jamais imaginé tout ça, et ils se demandent s'il faut faire cette recherche ou pas. Et au fur et à mesure, sur un peu plus de 10 ans d'expérience, on s'aperçoit qu'il y a finalement assez peu de couples qui prennent la décision de faire la recherche chez madame. Ce qui veut dire qu'ils font confiance quand même dans les médecins et quelques-uns, par contre, qui sont très anxieux, vont avoir recours, rechercher si chez madame il y a un risque lorsqu'on attribuera des spermatozoïdes de donneurs dont on ne connaît pas le risque de mucoviscidose, d'avoir cette maladie. Voilà, je voulais juste dire ça, qu'il ne faut jamais oublier que l'interrogatoire peut permettre d'éviter beaucoup de maladies. C'était ça. J'arrive. Mon Didier Bollecker, avocat. Moi, je voudrais savoir quel est le statut des données du génome. Est-ce qu'elles appartiennent à l'individu, au laboratoire qui a fait le décryptage? Et ne faudrait-il pas envisager leur gestion par ce que les juristes appellent des tiers de confiance? Alors, qui veut répondre? Alors, est-ce que les données génétiques ont un statut? Je ne pense pas qu'on puisse dire cela, puisqu'on distingue même au sein des données génétiques l'empreinte génétique qui a simplement pour fonction d'identifier une personne A par rapport à une personne B et les caractéristiques génétiques. D'autre part, les règles sont relativement éparses et n'ont pas tellement de cohérence entre elles. Ce qui est intéressant dans votre question, c'est savoir à qui elles appartiennent. Et d'ailleurs, j'ai écrit à ce sujet-là, il me semble que leur protection est largement insuffisante puisqu'il faudrait, à mon sens, les rattacher plus puissamment à la personne
pour qu'elles puissent en avoir une meilleure maîtrise. Parce que dans le cadre de la médecine personnalisée, ou dans le cas des autres tests d'ailleurs, les données génétiques, vous consentez en règle générale à ce qu'elles soient utilisées. Et une fois que cette utilisation est consentie, finalement, vous êtes relativement peu informé de ce qui se passe, et elles sont traitées comme les autres données de santé, hein, qui sont protégées par la CNIL, donc il y a quand même un arsenal de protection. Mais ces données génétiques recèlent quand même, à mon sens, l'identité génétique de la personne. Elles sont structurelles. Et elles devraient être mieux protégées que les données de santé traditionnelles, qui en général peuvent s'apparenter à d'autres données de santé et ne permettent pas forcément de remonter à la personne immédiatement. Donc c'est vrai que c'est une interrogation qu'il me semble important de poser aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on ne devrait pas avoir un meilleur contrôle de ces données génétiques qui pour l'instant ne peuvent être utilisées en France quand même que dans deux cadres, hein, la finalité médicale, donc pour votre propre intérêt, mais également la finalité scientifique, c'est-à-dire la recherche médicale. Il n'y a pas possibilité d'utiliser ces données génétiques de façon commerciale. Moi j'ai une question pour François Goffinet. Dans le temps, tout le monde connaissait ce que nous proposaient certaines mutuelles, à savoir de faire un check-up. On a arrêté les check-up parce que cette espèce de pêche aux anomalies dans une prise de sang ou dans un examen médical s'était avéré extrêmement cher, pas très rentable et pas très utile. Mais pourtant, on fait encore pas mal d'examens de dépistage et toutes les femmes enceintes se sont vues prescrire un dépistage de la toxoplasmose. Donc tu disais, je fais un dépistage quand il est utile, mais il y a certains dépistages qui sont restés obligatoires. On se demande pourquoi. Et ma question, François, c'est est-ce qu'il y a des dépistages dangereux ? Alors, je ne sais pas si le mot dangereux est approprié, mais en tout cas, oui, le toxoplasmose est un bon exemple. On pourrait aussi parler du cétomégalovirus, le CMV. Hein. Beaucoup de patientes arrivent avec un dépistage de leur statut sérologique, de savoir si elles sont immunisées ou non contre le CMV. Si elles sont immunisées, le risque que l'enfant soit atteint n'est pas nul d'ailleurs, il est faible, très très faible. Et si elles ne sont pas immunisées, elles peuvent contracter le virus pendant leur grossesse. Il peut y avoir une infection congénitale à CMV, c'est assez rare mais ça peut arriver. Même quand il y a une infection congénitale au CMV, l'enfant n'a pas forcément de conséquences, de séquelles. Ça peut arriver mais c'est assez rare finalement. Tout ça, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à partir du moment où vous avez fait ce statut sérologique, vous êtes obligé de le contrôler. Enfin, vous êtes obligé, vous n'êtes pas obligé. Si vous expliquez bien à la patiente et que vous refusez de le prescrire, vous ne le prescrivez pas, bien sûr. Mais en général, si la personne qui a prescrit cela, c'est dans cette politique-là. Si on a ce qu'on appelle une séroconversion, ça veut dire que la femme a contracté le CMV pendant la grossesse, à ce moment-là, vous avez des couples qui sont dans une situation d'angoisse telle qu'ils demandent et ils veulent avoir recours à l'interruption médicale de grossesse. C'est-à-dire que là, on est calmement à une table, on discute calmement, donc bien sûr, on va dire que je fantasme ces effets pervers, etc. Et on dit, mais moi, je ne ferai pas une interruption médicale de grossesse pour ça, c'est évident, etc. L'enfant, on ne sait pas s'il va être atteint, etc. Mais vous avez beaucoup de couples qui n'ont plus du tout la même stabilité quand arrive un problème pour leur fœtus. Je voudrais être un peu plus provocateur encore en parlant on parlait de dépistage de la trisomie 21 tout à l'heure, et est-ce qu'on doit tout dire aux parents? Bien sûr, quand on fait un dépistage de la trisomie 21 et que la patiente est à risque et que l'on fait un karyotype, à ce moment-là, on peut tomber sur d'autres anomalies. Et quand on tombe sur d'autres anomalies, on informe, bien entendu, on ne garde pas ça pour nous. Il y a une anomalie, par exemple, qui est rare, mais qui peut arriver, qui s'appelle le syndrome Klinefelter, qui est une anomalie aussi des chromosomes, de nombre de chromosomes, qui, en termes de santé, alors on ne sera peut-être pas tous d'accord, mais il peut y avoir un certain nombre de problèmes de santé, il y a un petit pourcentage de retard mental un peu plus fréquent, mais en gros, il y a beaucoup de gens que vous connaissez sans le savoir qui sont Klinefelter. En gros, c'est tout de même des gens qui ont une vie normale. Eh bien, sachez que, alors que je suis sûr que si on posait la question ici, tout le monde dirait « mais jamais je ferai une interruption médicale de grossesse pour un Klinefelter ». Eh bien, des gens comme vous et moi, quand ils se retrouvent dans cette situation pendant la grossesse, eh bien, la majorité
demandent une interruption médicale de grossesse. Et quand on regarde le registre des malformations congénitales de Paris, alors bien sûr, il y a beaucoup de Personne ne sait ce qu'est un Klinefelter, ou très peu. Oui, c'est une maladie, peut-être que les généticiens peuvent en parler mieux que moi, hein, mais bon, ce sont des hommes qui sont atteints, qui ont un chromosome X en plus, hein, je ne me trompe pas, hein, je me trompe toujours entre X et Y. Hein, voilà, et qui ont un certain nombre de, je vous dis, les conséquences majeures qui fait peur aux parents, c'est un petit peu plus, un pourcentage un peu plus élevé de gens qui vont avoir un retard mental modéré en plus. Mais la grande majorité ne vont pas avoir de problème. Et bien malgré cette information-là, on leur fait rencontrer effectivement des pédiatres, des généticiens. Malgré cela, les gens demandent une interruption médicale de grossesse et ils sont dans un tel stress, dans un tel désespoir qu'il y a des centres, et beaucoup de centres, qui acceptent l'interruption médicale de grossesse. Et je vous disais que sur l'ensemble de ces Klinefelter, puisqu'on n'a pas jamais posé la question spécifiquement, bien sûr, hein, c'est une découverte fortuite. Eh bien, parmi ces découvertes fortuites, à Paris en tout cas, 50% ces découvertes fortuites se terminent par une interruption médicale de grossesse. 50%. Donc vous voyez qu'on est loin du fantasme quand même. Hein. C'est ça la réalité tout de même. Hein. Patrick Gaudret. Oui, tout à fait. J'ajoute juste qu'un des éléments qui peut effectivement faire peur, parce que ça, je sais que c'est une donnée importante, quand les parents envisagent, imaginent, se représentent leur futur enfant, c'est que le fameux Klinefelter dont vous parliez sera stérile. Et la stérilité d'un enfant à venir, et surtout la projection vers un adulte qui ne sera en incapacité de se reproduire de manière naturelle, entre guillemets, est parfois insupportable pour les parents. Et je pense que peut-être plus encore que le léger retard mental dans un petit pourcentage de cas, c'est une donnée qui est extrêmement importante. Mais effectivement, peut-on pour cela dire que le Klinefelter est une maladie d'une particulière gravité, même si elle est incurable au moment du diagnostic? Madame. Je me demande quelles pourraient être les incidences de cette évolution scientifique sur le secteur de l'assurance maladie, décès, invalidité. Nous avons en France un système d'assurance maladie par répartition. C'est un système qui ne fonctionne pas selon les règles de l'assurance, mais selon les règles de la solidarité sociale. Et probablement, c'est un système qui est lié à un certain état de la science à un moment donné. Mais est-ce que ce système, dans lequel la personne qui est très malade paye la même chose que la personne qui n'est jamais malade, est-ce que ce système pourra subsister lorsque l'analyse génétique va se généraliser, va se banaliser? Est-ce qu'à ce moment-là, un assureur maladie, décès ou invalidité, un assureur public ou un assureur privé, mutuel, ne pourra pas demander l'analyse génétique de l'assuré et lui dire « vous avez une forte probabilité de contracter telle maladie très grave, donc vous allez payer plus cher, et voire même je refuse de vous assurer parce que votre risque est trop important ». Didier Sicard. Oui, ce sont des questions qui sont posées de façon itérative depuis plusieurs années et qui sont parfaitement justifiées. Mais tous les organismes d'assurance maladie ou d'assurance privée ont actuellement réagi par la négative en disant que cela ne menaçait pas la solidarité parce que, au fond, si on commençait à rentrer dans une discrimination, comme la majorité des gens n'auraient pas éventuellement des gènes, ils pourraient demander eux-mêmes une réduction de leur paiement, et donc on aboutirait à une absurdité. En revanche, si le dépistage finit par devenir une obsession française, alors là, l'assurance maladie est bien menacée par des remboursements indéfinis parce que chacun veut tous les mois vérifier par la radio que son cerveau marche bien, une fois par an ou une fois durant sa vie que regarder son génome. Et à ce moment-là, l'assurance maladie ne peut pas tenir si chacun veut faire l'expertise permanente de son corps aux frais de la société. Monsieur ? Bonjour. J'ai une question qui peut peut-être paraître, je ne sais pas, stupide, ce sera à vous d'en juger, mais depuis le début de la semaine, donc, j'entends parler dans ce forum de médecine prédictive et de génome, de séquençage, et j'éprouve une légère confusion quant au concept finalement de médecine prédictive. Donc si j'ai bien compris, le but c'est de chercher dans notre matériel génétique, dans le matériel génétique humain, qu'est-ce qui va plus tard nous rendre malades.
Je discutais avec une amie bioinformaticienne qui fait du séquençage à Toulouse. Elle me disait ah, c'est génial, on a reçu nos mignons, là, ce sont des petits séquenceurs là, de la taille d'un paquet de clopes. Et on va pouvoir faire plein de choses avec ça. Et je lui disais, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Elle me dit, par exemple, pour quelques milliers d'euros, je peux te dire, si tu veux, identifier et quantifier quelle est la population bactérienne qui vit, par exemple, dans ton tractus gastro-intestinal. Et là, je me disais, effectivement, l'organisme humain, il fonctionne, il a quoi? Il a 10 fois plus de cellules microbiennes qui le contiennent que de ses propres cellules. Donc finalement, ma question c'est, est-ce qu'on peut envisager la médecine prédictive en se focalisant uniquement sur le génome humain et pas sur, finalement, en prenant en compte les micro-organismes, puisqu'ils ont un génome, ils sont responsables de maladies, ils sont aussi responsables de la prévention de certaines de ces maladies. Donc voilà, c'est un peu ma question. Jean-Louis. Je pense que ce qu'on appelle effectivement le séquençage des populations bactériennes extrêmement complexes qu'on a dans l'intestin, mais aussi sur la peau, etc. De nouveau, il y a je pense, une confusion entre l'intérêt scientifique d'essayer de comprendre quelle peut être l'implication de ces populations dans diverses pathologies, y compris peut-être même dans des pathologies mentales. Mais il y a aussi, comme c'est quelque chose à la mode, quand il y a quelque chose à la mode en science, il y a un peu ce qu'on appelle le buzz, et puis il y en a qui essayent de dire que ce qu'ils font, c'est plus important que la réalité. Mais entre, effectivement, donc l'intérêt scientifique d'essayer de comprendre notre interaction avec toutes ces bactéries sur notre peau, dans nos intestins, etc., et de nouveau, la prédiction individuelle. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'individu? Et là, je dirais, vous augmentez encore, vous multipliez la complexité du génome par la complexité qui est encore bien pire, parce que là, il y a, je ne sais pas, 100 000 espèces différentes, dont d'ailleurs la proportion dans votre intestin va dépendre de ce que vous avez mangé. Donc si on vous fait ce qu'on appelle le métagénome aujourd'hui, et que dans une semaine, on recommence et que vous avez mangé telle ou telle autre chose, on ne va pas trouver la même chose. Donc, c'est de nouveau, ce qui est très intéressant du point de vue scientifique et qui nécessite des statistiques, parce qu'effectivement, comme ça, on va pouvoir savoir, effectivement, il y a un effet. Si on trouve telle ou telle bactérie, c'est bon ou c'est moins bon, ou ça montre que, par exemple, sur le diabète, etc., il y a peut-être certaines bactéries intestinales qui jouent un rôle, etc. Tout ça, c'est passionnant, scientifiquement, mais je doute fort qu'on arrive à quelques exceptions près, parce qu'il y a des bactéries très pathogènes, et donc celles-là, peut-être qu'on pourra les dépister, qu'on arrivera à en faire une prédiction individuelle. Patrick Gaudret. Oui, en fait, pour dire sur la prédiction et ce qui est sous-tendu par la prédiction, c'est individuel, et ça me ramène également à ce qu'on a évoqué un tout petit peu, la médecine qu'on appelle personnalisée, même si j'ai cette expression en horreur, puisque la médecine est forcément personnelle, puisqu'elle vient d'un dialogue entre un médecin et son patient. Mais personnel, non. Prédiction individuelle, non. On vous fait rentrer dans une case, la case des personnes, du groupe des personnes dans lesquelles on a pu constater qu'il y avait un risque de tant de % de développer telle ou telle maladie à partir de tel ou tel âge. En fait, on classe les gens, on les met dans des petites boîtes, comme disait Graham Allwright dans les années 70, on les met dans des petites boîtes qui sont différentes, et donc vous êtes défini par la boîte dans laquelle vous êtes. Donc vis-à-vis d'Alzheimer, vis-à-vis du diabète, vis-à-vis de n'importe quoi. On est dans le prédictif, mais c'est pas réellement prédire, c'est ou prévoir. Enfin, on est dans la divination à certains moments, et peut-être que justement il faut mettre un petit peu de science là-dedans, et puis expliquer que quand on rentre dans une boîte et qu'on se soumet aux statistiques représentative de la boîte dans laquelle nous sommes, nous répondons, et je crois que c'est une phrase qui a été entendue plusieurs fois au cours de ce forum, les 3 mensonges, le petit mensonge, le grand mensonge et les statistiques, même si ça n'est pas d'Israéli, en fait, on peut toujours... je ne sais pas de qui c'est. Alors, moi je propose une solution, c'est de Woody Allen. Moi j'ai une question...
qui rejoint la question de la sécurité sociale. Dire on va dépister tout un tas de choses et si on devenait obsédé par le dépistage, la sécurité sociale ne pourrait plus suivre. Ça va tant qu'on parle des adultes ou des personnes qui sont vivantes. Mais ça va plus quand on parle des fœtus. Parce que la rentabilité, elle est présente lorsqu'il s'agit de mettre fin au jour d'un fœtus qui sera dépendant pendant 75 ans de son espérance de vie. Et je pense là au trisomique 21. Ce qui a changé, ce qui s'apprête à changer sous nos pieds, c'est la manière dont on diagnostique la trisomie 21 in utero. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la sécurité sociale devienne de plus en plus incitative à faire une prise de sang en début de grossesse pour détecter la trisomie 21, car il naît encore aujourd'hui 300 trisomiques 21 et il y en a 50 000 qui sont vivants et ils ont une espérance de vie de 75 ans. Didier Sicard, je sais que vous avez été préoccupé par cette question, mais cette question a pris un très grand coup d'accélérateur avec le diagnostic prénatal non invasif et on va être capable, on l'est déjà techniquement, mais on le sera aussi par le nombre suffisant de laboratoires assez rapidement, d'amener un rendement financier à la sécurité sociale extrêmement important. Or, nous rentrons dans une période où le rouge de la sécurité sociale est en train de s'accroître. Est-ce que nous ne risquons pas, avec ces méthodes de dépistage, d'avoir des incitations de plus en plus fortes sur un certain nombre de secteurs rentables et tout particulièrement sur le prénatal? Didier Sicard. Je ne crois pas, parce que il y a une force très grande, symbolique, dans l'assurance maladie. Et je vois mal comment, au fond, il y aurait une pression de l'assurance maladie cachée à partir de cette occasion de dépistage plus facile et plus aisée. Ce que je crois, c'est qu'au contraire, et là où, à mon avis, le politique a un rôle considérable à jouer, c'est que, ou bien il est capable de faire vivre ensemble une société qui comprend des personnes atteintes de trisomie 21, des handicapés physiques, mentaux, et puis le reste, ou bien il considère que la société, désormais, pour des raisons économiques, doit se débarrasser de tout ce qui peut la gêner, et à ce moment-là, on rentre, non pas dans un désastre de l'assurance maladie, mais dans un désastre de la société. Et que, ce que je crois simplement, c'est que la femme a une liberté absolue, mais il faut qu'elle le fasse avec le sentiment que l'assurance maladie prendra en charge, l'aidera. Et comme dans la plupart des pays du monde, aux États-Unis, pays économiquement redoutable, les enfants atteints de trisomie 21 sont considérablement aidés par l'État. C'est-à-dire qu'il y a une générosité a priori. Et donc, l'idée un jour que l'assurance maladie mette son grain de sel dans cette question, personnellement, je ne le crois pas, ou alors on n'a même plus de capacité d'avoir une société qui a un minimum de valeur. Donc, je ne suis pas trop inquiet, sauf si la France disparaît et que se transforme en une espèce de gigantesque marché où il n'y a plus que cette valeur qui existe. Merci pour ce message très rassurant. J'aimerais juste, avant de boucler cette table ronde, qu'on aborde avec Sophie Paricard un sujet sur lequel nous avons échangé par téléphone. La question était la suivante: qu'est-ce qu'on fait une fois que l'on a par exemple prélevé un tissu, je ne sais pas comment on dit ça, sur une tumeur, une fois qu'on a fait des tests, qu'est-ce qu'on fait des restes de matériaux, de tissus humains, des tumeurs, des cellules, du sang? Et elles vont, me disiez-vous, dans une sorte de collection, bibliothèque, tumorothèque, je n'en sais rien, qui serait susceptible d'ailleurs d'intéresser également le marché. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Alors je parle évidemment sous le contrôle de spécialistes. En tout cas, au point de vue du droit, chaque établissement de santé a la possibilité de créer une biobanque. Une biobanque, c'est-à-dire une collection d'échantillons biologiques qui vont donc contenir effectivement ce dont vous parliez, les tissus, les analyses génomiques de tumeurs dont on a pu avoir besoin,
Et ces biobanques, pour exister dans la mesure où elles n'ont qu'une finalité, c'est-à-dire la recherche, n'ont simplement besoin que de faire une déclaration préalable auprès du ministère de la Recherche. En revanche, il est possible également que ces biobanques aient pour finalité partielle la cession de ces collections d'échantillons, puisqu'effectivement, ces collections d'échantillons peuvent n'avoir d'intérêt que si elles sont regroupées entre elles, c'est-à-dire si on a des échantillons suffisamment importants pour faire des recherches. Donc lorsqu'il y a une cession qui est prévue, ces établissements doivent demander l'agrément du ministère de la Recherche, c'est-à-dire que le ministère de la Recherche va faire quand même une enquête plus poussée avant de donner l'habilitation de constituer ces biobanques. Mais à l'heure actuelle à Toulouse, je fais partie d'un projet Tumorotech qui a été retenu par l'IDEX, parce que justement, à Toulouse, on a un cancéropole qui est très puissant, très gros, et il aimerait pouvoir vendre ses collections de tumeurs, les vendre à titre onéreux. Et donc, il nous a interrogés, alors c'est vrai qu'il y a un conflit d'intérêts qui est un petit peu là dérangeant, parce qu'il nous a interrogés, nous, juristes de Toulouse, donc je travaille en collaboration avec l'INSERM aussi sur ce projet-là, est-ce qu'il pourrait céder à titre onéreux ces tumeurs, notamment dans un but donc lucratif. Et comme on est mandaté par eux, bon, c'est vrai qu'on se sent un petit peu obligé. Moi, j'ai posé la question immédiatement. Est-ce qu'on est obligé d'aller dans le sens d'un oui, hein, puisque bon, c'est eux qui commanditent cette recherche-là. Pour l'instant, on m'a dit non, non, pas du tout, mais je reste quand même un petit peu soucieuse à ce niveau-là. Mais voilà, puisque là, on ne serait plus seulement dans une session à titre gratuit dans un but scientifique, mais on serait au-delà dans une session à titre onéreux dans un but lucratif, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, le marché de la médecine personnalisée est quand même très puissant et il y a un gros lobby des médicaments qui cherche de plus en plus à développer des médicaments à visée génétique. Merci pour cette précision. Didier Sicard, vous souhaitiez intervenir encore? Non, une dernière pour répondre, ce serait un eugénisme d'État, tout simplement. Et je pense qu'aucun État actuel ne mettrait en perspective, pour des raisons économiques, l'exclusion de la vie de certaines personnes. Ce serait avouer, au fond, ce que chacun redoute, c'est-à-dire qu'il y a un eugénisme médical, qu'il y a un eugénisme privé, mais qu'on en fasse un eugénisme d'État, à mon avis, susciterait un certain effroi et des défilés Bastille-Nation indéfinis. Merci, merci à tous nos intervenants, à vous tous aussi publics pour d'avoir participé à cette table ronde et pour votre participation active. Et la prochaine sera consacrée aux soins et au care et on va voir de quoi il s'agit. À tout à l'heure dans un quart d'heure à peu près. Hein. Merci.